Et salut, c'est Isoka, et bienvenue pour ce top 25 de comics indépendants. Et oui, top 25, on ne se refuse rien. Les comics indépendants, c'est vrai que j'en lis depuis maintenant quelques années, pas tant que ça à vrai dire, mais 6 ans, à vrai dire. Ça fait vraiment 6 ans, je me souviens très bien de mon tout premier comics indépendant, je vous en parlerai peut-être en préambule. Et justement, on va commencer par un préambule et quelques mentions honorables. Donc voilà, des comics indépendants donc, qui sont parus chez Image Comics, chez Dark Horse, chez Boom Studios, chez Dynamite ou encore chez Awa, en ce qui concerne cette liste en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, et j'y reviendrai. Et donc, en préambule, je voulais dire que Deadly Class ne figure pas dans ce top, tout simplement parce que je n'ai pas terminé la série, parce que justement, je voulais classer que des comics qui étaient terminés, ou en tout cas, où j'ai tout lu, et il y a quelques exceptions à cette règle, vous verrez, j'y reviendrai. Et donc je ne l'ai pas encore terminé, je vous en ai déjà parlé, j'avais lu les 8 premiers tomes que j'avais dévorés, mais la suite n'étant pas disponible en VF, je me suis procuré le compendium VO, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, il est possible que, comme pour les tops Marvel et DC, on fasse des mises à jour à l'avenir. Euh, Battlefields aussi, j'avais énormément envie de classer un récit de guerre de Garcenis, mais Battlefields, j'ai lu que quelques récits, dont notamment Dear Billy, The Tankies et The Night Witches, qui composaient le volume 1, mais j'ai pas encore lu les volumes 2 et 3. Donc voilà, ils ne figurent pas dans le top. Et sinon, en mention honorable, je voulais signaler Murder Falcon de Daniel Warren Johnson, c'est lui au scénario et au dessin, qui est vraiment un récit qui m'a énormément ému, que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai pas réussi à rentrer dans le top, mais vraiment, il a bataillé. Je voulais parler également de Chronicles of Wormwood chez Oni Press, également par Garth Ennis au scénario, qui est vraiment un comics complètement déjanté, qui est assez génial, avec l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre, avec ses motivations. Il y a aussi une incarnation de Jésus qui est assez géniale. Voilà, et je n'ai pas réussi à mettre non plus, pour différentes raisons, Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark, déjà parce que c'est pas terminé. On va avoir je crois un Lazarus Awaken, quelque chose comme ça, une mini qui va reprendre chez Image, donc ça c'est une super nouvelle. Mais je sais d'ores et déjà que ça fait partie de mes comics indés, donc j'ai hésité vraiment quand même à le mettre dans le top. Voilà. Donc voilà, une introduction beaucoup trop longue pour préambule et mention honorable. On va tout de suite commencer par le numéro 25 de cette liste, à savoir Birthright chez Image Comics. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans une palle du devoir. C'est 10 volumes, c'est 50 numéros en tout, Joshua Williamson au scénario, c'est André Bressan au dessin et Adriano Lucas à la colorisation. Et c'est vraiment un super comics. Un comics de fantasy, quelque part, mais aussi un comics de famille. C'est voilà le jeune Mikey qui joue à la balle avec son père près d'un parc. Et son père l'a lancé un petit peu trop fort, un petit peu trop loin. Donc Mikey va chercher la balle dans la forêt. Et il reviendra jamais. Donc là commence forcément un drame. Un couple qui va se déchirer, qui va progressivement peut-être se séparer. Le frère, le grand frère qui est laissé à l'abandon et orphelin de son frangin. Enfin, c'est vraiment un récit poignant jusqu'à ce que ce dernier refasse irruption sur Terre, mais vraiment avec 25 années de plus et racontant je ne sais quoi sur un autre monde. What? Donc vraiment, c'est un comic super intrigant qui fonctionne très bien. Le début est absolument génial, hein. Vraiment, il est hyper intéressant. On est tout de suite happé dans le récit. On est plongé dedans. Et comme je vous le disais, c'est à la fois un comics de fantasy, avec ces Terenos et puis sur Terre, ces espèces de va-et-vient comme ça. Et c'est vraiment un comics également de famille. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que est-ce qu'il y a de la magie dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment le sauveur ou le destructeur de l'humanité? Parce que tout le monde s'en méfie, forcément, parce que personne n'arrive à croire à ça. Est-ce qu'il va permettre à sa famille, quelque part, de se réunir, au moins, pour tirer tout ça au clair? C'est ce que vous allez découvrir, franchement, dans cette série que j'ai beaucoup aimé, Birthright. La même équipe créative a fait également Darkrai, que j'avais vraiment énormément aimé aussi. Un comic scientifique en seulement 12 épisodes. C'est mon seul regret, ça aurait pu faire 15-20. Mais voilà, Joshua Williamson avait d'autres sirènes, notamment chez Image Comics ou chez DC. Donc on continue avec le numéro 24, cette fois. C'est Pride and Joy, un récit de Garth Ennis dont on parle très peu chez Image Comics également, avec au dessin John Higgins. Et c'est un récit que je trouvais très intéressant. John Higgins qui est également à la colorisation. Un récit de Garth Ennis qui est vraiment autour du polar. Franchement, c'est assez étonnant. Quand j'avais lu ce récit, je me suis dit, mais
c'est pas du Garcenis, c'est du Brubaker, ça en fin de compte. Parce qu'il y a vraiment tous les codes de Brubaker. C'est un polar qui est génial, qui se tient hyper bien. C'est très inspiré, je trouve. On a quelque chose un petit peu à la History of Violence de Cronenberg. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui mène sa vie tranquillement avec sa femme, ses enfants. Il est bien, il mène sa petite vie. Quand tout à coup, un petit peu son passé de criminel va refaire surface et va forcément interagir et bousculer complètement son petit train-train et son quotidien bien heureux. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on a pu voir dans différentes itérations comme ça. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Je me rappelle que ce comics, il m'avait quand même pas mal marqué. J'en avais parlé un peu autour de moi et en général, c'est pas forcément une œuvre qui est très citée de Garcenis, parce que Garcenis, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a faites. Il est possible qu'on en reparle dans ce top. Vous avez vu, j'en ai déjà parlé en mention honorable, en préambule, et là j'arrive à le mettre en numéro 24. Donc c'est vraiment un comics que j'ai adoré, avec en plus une issue que j'ai trouvée très émouvante, très belle, très chouette. Voilà, rien qu'à le réévoquer, j'ai envie de le relire, mais vraiment Pride and Joy de Garcenis et de John Higgins, c'est numéro 24 dans le top 25 de comics indé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Numéro 23 maintenant, on est chez Artists, Writers and Artisans, soit AWA Upshot. C'est Not All Robots de Mark Russell scénario, de Mike Deodato Jr. au dessin et de Lilo Fridge à la colorisation. Ça, c'est un comics que vous avez eu, je crois, chez Comics Initiative, si je ne dis pas n'importe quoi. Et avec une super couverture d'ailleurs. Et Not All Robots, c'était un énorme coup de cœur. J'ai trouvé que c'était assez brillant. Donc on commence dans la bulle d'Atlanta en 2056. Et tout simplement, les robots remplacent progressivement les hommes. Donc là, on a vraiment quelque chose déjà qui m'a tout de suite fait penser à DKR, à Dark Knight Returns, avec ces espèces d'émissions télévisées et ces débats en direct un petit peu sur justement la pertinence de la présence des hommes dans... parce que qui contribuent plus à rien, qui servent plus à grand chose en fait. C'est évidemment les robots qui font tourner la société. Et on va voir comment justement cette société un petit peu dystopique peut s'opérer avec la patte de Mark Russell. Moi, c'est vraiment un auteur que j'aime énormément, n'en déplaise à certains, à Das, coucou. Mais encore une fois, je pense que effectivement, dans des récits comme Billionaire Island ou comme Prez, c'est peut-être son style ou son orientation politique est peut-être un peu trop prégnante et peut être parfois un peu gros sabot. Et je trouve que c'est beaucoup plus subtil justement dans des récits comme les Flintstones dont j'avais déjà parlé, ou Not All Robots justement, qui est vraiment excellent. Notamment aussi, voilà, Mark Russell, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup sur ce qu'il a fait dans Space Age. J'en ai parlé il y a maintenant un peu plus d'un an sur la chaîne de Julie et Nico. J'avais adoré, puis là maintenant c'est sorti en VF, tout le monde en dit que du bien et j'en suis ravi. Donc vraiment, Not All Robots, j'ai trouvé que c'était un récit assez cynique forcément, parce que Mark Russell c'est un petit peu sa patte, le cynisme. Mais je trouve qu'en même temps il y avait une vraie intelligence, une vraie qualité d'écriture. Évidemment, Not All Robots, ça rebondissait sur tous les sujets de société autour de 2020 et tout ce qui s'est passé suite à une dérive policière, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un super récit. Donc, disponible en VF, numéro 23 du top, Not All Robots. On continue avec le numéro 22. Le numéro 22, c'est un titre qui est sorti chez Boom Studios. Je me demande si c'est pas le seul d'ailleurs. Et c'est pareil, c'est un titre qui est sorti en VF, parce que là je vous présente la version VF, chez Ankama. Il s'agit de Kennel Block Blues, qui est vraiment un comics que j'ai adoré, de Ryan Ferrier, ou Ryan Ferrier, je sais pas trop comment on prononce, et de Daniel Bayliss au dessin. À la colorisation, hop, je vous dis ça dans un instant. Hop, 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 c'est Adam Metcalf. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu l'habillage du bouquin. Et déjà, moi, ça m'a mis une grosse claque, en fait, dès le départ. C'est-à-dire qu'on a... on sait pas trop, je m'étais pas du tout renseigné, donc on arrive comme ça, on croirait que c'est un séjour en autocar, en bus, une sorte de colonie de vacances, mais où vont-ils? Donc on commence un peu par une sorte de comédie musicale, avec un loup qui est entouré de tous ses amis, mais où vont-ils? Ça va être chouette! Et là, changement radical de style graphique et de décor, on est dans un établissement pénitentiaire. Bienvenue en Zonzon, finalement. Et là, encore une fois, regardez, je sais pas si vous avez fait attention, cette opposition qui est géniale. Là, on continue en fait dans l'introduction à la comédie musicale. Et là, on a plutôt le triste contraste et la réalité froide et glaçante qui est juste à côté. Je trouvais que rien que ça, ça vous met directement dans le bain. Et le comics va être beaucoup là-dessus. C'est dans justement ça aussi, entre acceptation et déni, entre ce jeune chien
qui, lui fait tout pour que ça se passe très bien, mais forcément la réalité en est autre, quoi. Et on va avoir quelque chose d'assez génial, c'est-à-dire à la fois son optimisme, qui va faire beaucoup de bien au lecteur, et qui va nous permettre aussi quelques rayons de soleil dans forcément cet univers carcéral très sombre. Et on a vraiment des choses qui sont à la fois horribles, hein, ils nous ont montré, classique, hein, de toute façon dans un univers carcéral, c'est pas toujours très gai, et j'en veux pour référence l'excellente série Oz, qui était diffusée sur HBO, il y avait notamment J.K. Simmons qui était dedans, c'est vraiment génial. Et ce comics, moi il m'a mis une sacrée tarte, il m'a mis une sacrée tarte, ouais. Et j'avais adoré ça, j'avais recommandé, j'avais prêté à 2-3 potes qui avaient franchement beaucoup aimé aussi. Donc c'est un ovni, hein, c'est pareil, c'est un comics dont on parle assez peu. Mais je trouve que rien que pour la proposition graphique, et puis ensuite vraiment cette espèce de voyage au centre un petit peu de l'esprit incarcéré. Donc comment est-on prisonnier un petit peu dans notre esprit et prisonnier dans ces lieux clos. C'est vraiment un comics que j'ai trouvé génial. Kennel Block Blues, à lire, à relire, à découvrir ou à faire découvrir, franchement. J'ai adoré, c'est numéro 22 du top 25. On continue avec en numéro 21 un titre Wildstorm. Alors Wildstorm c'était une branche d'Image Comics, un petit peu des Image Boys qu'ils avaient fondé. Puis ensuite je crois que DC s'est approprié un petit peu le label, je crois que ça fait partie de leur catalogue. Là à confirmer, mais je crois que j'ai avoir lu ça. Il s'agit de Ex Machina. Ex Machina qui est un comics que j'ai énormément kiffé. J'ai adoré. Brian Kevogan au scénario. C'est Tony Harris au dessin. Et j'ai un petit doute à la colorisation. C'est J.D. Mettler et c'est également Tom Feister à l'ancrage. Je vous montre également. Donc là, évidemment, c'est chez Urban. Donc c'est 5 volumes. C'est 5 volumes. Il y a pas mal de numéros de Ex Machina. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc ça nous raconte quoi? Ça nous raconte justement un petit peu l'histoire de ce super-héros qui a un petit peu sauvé l'Amérique d'attentats terribles. Alors forcément, c'est un comics post-11 septembre, comme on dit, et on sent qu'il a été profondément marqué, et qu'il en joue là-dessus, évidemment, puisqu'on est au début des années 2000, on va voir ce qui s'est passé justement pendant ce 11 septembre. Alors vous allez voir qu'il y a des choses qui divergent un petit peu, et divergent chez beaucoup. Ah, je la fais à chaque fois, c'est terrifiant. Et qu'est-ce qui s'est passé que ce super-héros qui a sauvé l'Amérique? Il est devenu maire de New York. Et donc on va suivre cet ancien super-héros qui est devenu maire, qui a maintenant forcément d'autres problématiques à régler. Et on va voir lui et son entourage. On va faire des va-et-vient justement entre la situation présente et la situation passée. On va découvrir comment il a acquis ses pouvoirs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce fameux attentat? Comment est-ce qu'il a réussi justement à sauver la mise? Est-il satisfait du résultat ou pas? Et on va avoir beaucoup de problématiques politiques. On sent que Brian Kevogan, c'est aussi une série où il en a profité quand même pour faire un petit peu sa série politique. Et moi, je me suis régalé, j'ai trouvé que c'était génial, je trouvais que ça soulevait des vrais sujets dont il faut parler dans une société, qu'elle soit américaine ou autre. Et vraiment, ce comics, je l'adore. C'est notamment un comics que j'essaie de faire lire à mon épouse, elle qui est plutôt passionnée justement de politique, mais elle s'en fout un peu de super-héros, mais je lui dis, mais justement, je t'assure que là, c'est hyper intelligemment fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont... beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets de société qui sont vraiment mis en avant, mais intelligemment mis en avant. Et encore une fois, sur est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que le fait d'avoir été un super-héros, déjà, effectivement, ça permet d'avoir le crédit d'une partie du public, mais est-ce que ça nous permet aussi d'avoir ce pouvoir et cette zone d'influence, cette sphère d'influence pour vraiment changer les choses? Est-ce qu'on change plus les choses en tant que super-héros, ou est-ce qu'on change plus les choses en tant que maire d'une ville influente? Voilà, super comics, beaucoup de choses très intéressantes avec les personnages aussi qui l'assistent et qui, eux sont au courant un petit peu de tout ça quoi. Et vraiment j'ai trouvé que c'était génial et même la fin elle est excellente et assez difficile à prévoir. Grand comics Ex Machina encore une fois Brian Kevogan, j'adore. On enchaîne parce que j'ai l'impression que je suis un peu lent. Allez, numéro 20. Numéro 20, ça aussi, c'est un comics que j'adore, que j'ai découvert il y a maintenant 4 ans, dans cette magnifique édition chez Image Comics. Il s'agit évidemment de Middle West. Vous avez ici l'intégralité de Middle West, qui est sorti chez Urban Comics en grand format il n'y a pas longtemps. Ils avaient déjà tenté de le sortir en Urban Link, mais bon, ça n'avait pas franchement pris. C'est pas une magnifique fabrication, puis la ligne éditoriale n'était pas très claire. Mais Middle West, wow, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est génial. Middle West de Scotty Young au scénario, de Jorge Corona au dessin et de Jean-François Beaulieu à la colorisation. C'est génial, j'en ai déjà parlé, notamment sur la chaîne de Mindphobia dans l'émission d'Encre et de Bulle, où je vous retrouverai ce soir.
C'est absolument extraordinaire. Ça parle du jeune garçon, Abel, qui, voilà, qui est un paperboy, qui livre le courrier le matin. Et il a eu un petit manquement à son devoir. Son père lui a bien fait rappeler, lui a bien fait sentir. Et ça montrait justement, clairement, un conflit familial très important entre père et fils. Des difficultés de communication de plus en plus évidentes depuis qu'ils ont perdu un membre indispensable de leur famille. Et là, on va avoir quelque chose d'absolument génial, c'est-à-dire une métaphore assez forte, assez violente, hein, justement de la colère, et du fait qu'elle ravage tout sur son passage, et que parfois, tout ce qu'elle peut détruire, elle ne peut pas le réparer. Et ça parle aussi justement de l'héritage, de ce genre d'émotions négatives. Est-ce qu'on peut s'en défaire? Est-ce qu'on peut s'en affranchir? Ou est-on condamné à vivre à cause des vices de nos gènes? C'est fascinant, c'est passionnant, c'est une quête sur soi, c'est à la fois un road trip vraiment géographique et un road trip de l'esprit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de naviguer et trouver des solutions en nous-mêmes. Donc vraiment, c'est un comics que je trouve brillant, génial. Et spoiler, il est possible que je reparle de ce scénariste, tant j'ai aimé vraiment sa manière de faire, c'est-à-dire que maintenant je vois Scott Young au scénario, je fonce sans même hésiter. Donc voilà, Middle West, un énorme coup de cœur. Vous allez me dire, mais tu dis ça pour tous les titres? Ah bah oui. Mon top 25 indé, vraiment, ça a été franchement pas évident de faire des choix. Donc voilà, numéro 20, Middle West. Hein, c'était extraordinaire. On enchaîne avec mon numéro 19. Numéro 19, un titre de chez Volt Comics. Ah bah j'ai complètement oublié de citer cet éditeur en préambule. Il s'agit de Mindset. Mindset, qui est sorti également en VF chez Comics Initiative. Un magnifique titre de Zach Kaplan au scénario, John Pearson au dessin et à la colorisation. Mindset, mindfuck quoi. C'est vraiment, vraiment, j'ai trouvé que Zach Kaplan, c'est là où vraiment son nom, il a retiré complètement mon attention, que ce soit au niveau vraiment de la mise en scène de son histoire. John Pearson, ça ne gâte rien non plus, hein. C'est vraiment superbe, j'adore. La mise en scène qui est vraiment géniale, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Tout de suite, on commence par un interrogatoire et par un drame, et on va vouloir tout de suite une explication, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Pourquoi comment en êtes-vous arrivé là? Et justement, on va revenir un petit peu sur l'origine story. L'origine story de quoi? De ces personnages, oui, mais aussi de cette application, de cette app Mindset. Justement, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Pourquoi l'ont-ils créé? Dans quel but? Et justement, là, on va voir que entre créateurs qui, dans un éclair de génie, d'ailleurs, c'est quoi un éclair de génie? Parfois, c'est juste un accident ou de la chance, ou un mélange des deux. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que souvent, les accidents, de la chance ou un mélange des deux sont parfois à l'origine aussi de super pouvoirs octroyés dans l'univers des Big Two. Et donc, justement, on va dire par chance, par hasard, ils vont découvrir justement un moyen assez incroyable de pouvoir manipuler l'esprit un petit peu, de pouvoir le désinhiber un petit peu, l'affranchir de toutes les contraintes sociales, religieuses, politiques qu'on peut avoir de par notre éducation ou de par nos gènes, justement, on y revient, entre l'inné et l'acquis. Et là, on a vraiment quelque chose qui peut être révolutionnaire, mais les créateurs ne sont pas forcément d'accord sur comment l'utiliser et dans quel but et à quelle fin. Et vraiment, Mindset, j'ai trouvé que c'était un comics brillant. Un comics tout simplement brillant, absolument génial, sur justement à la fois ces jeunes créateurs de la Silicon Valley qui veulent essayer de se faire un nom, qui veulent essayer de hisser les rangs, mais c'est pas simple, parce que sur leur route, il va y avoir des obstacles, notamment les vieux briscards puissants. On a aussi ce personnage, un personnage très 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 intriguant qui va justement pouvoir faire le lien entre ce monde de la haute un petit peu et puis justement relation peut-être amoureuse, mais est-ce qu'on peut faire confiance à qui que ce soit dans ce comics autour de la manipulation mentale? C'est ça aussi qui est brillant, c'est vraiment génial. Je pense que ça pourrait faire un excellent film. Mindset, j'en avais déjà parlé, de toute façon, c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière, notamment quand j'ai fait mon top 10 VF. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, faites-vous ce cadeau. Excellent comics de Zach Kaplan. On continue avec le numéro 18. Le numéro 18, je vais en parler assez rapidement. The Escapist, Les Maîtres de l'Évasion, encore un titre de Brian Kevogan, décidément. Quel fanboy ce Hisoka. Donc j'adore ce titre, c'est Brian Kevogan au scénario. C'est plusieurs personnes au dessin, Steve Rolston, Jason Sean Alexander, figurez-vous, Philippe Bond et Eduardo Barreto, Dave Stewart, Matthew Hollingsworth, Paul Horchenmeyer et Dan Jackson à la colorisation. Évidemment, c'est une adaptation du roman de Michael Chabon.
euh, sur Cleveland, et je ne sais plus exactement le nom du... je vous redirai ça de toute façon ce soir, dans Credible, puisque j'en parle en détail. C'est un comics que j'ai absolument adoré, c'est brillant. C'est sûr, justement, c'est une déclaration d'amour aux comics, hein. C'est une déclaration d'amour aux différents âges qui ont ponctué l'ère des comics. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Qu'est-ce que c'est que raconter un récit fictif? Qu'est-ce que c'est qu'être dans une industrie? Et qu'est-ce que c'est aussi? Parce que c'est tout de suite, c'est une adaptation du roman qui lui-même était une déclaration d'amour, justement, une référence au premier créateur de Superman et Batman, notamment du fait qu'ils soient juifs, du fait que c'était des gens qui étaient persécutés pour justement ce qu'ils étaient. Et dans ce refuge, ils ont créé des comic books. Et justement, ça parle de ça un petit peu aussi. Et j'ai trouvé que c'était assez brillant, assez touchant, très très bien vu, de mêler à la fois cette histoire personnelle et ces déclarations d'amour pour le médium. Voilà, j'ai trouvé que, encore une fois, Brian K. Vaughan, il est super fort pour nous faire comprendre certaines thématiques, nous les faire embrasser par des intermédiaires que je trouve très finement observés et très bien vus. Et en même temps, c'est super émouvant et c'est vraiment assez incroyable, avec un final que je suis pas prêt d'oublier. Donc vraiment, de The Escapist, les maîtres de l'évasion, c'est pas forcément le titre de Brian K. Vaughan dont on parle le plus, c'est clair. Mais en même temps, c'est un comics que je trouve génial. Alors c'est vrai qu'en France, on connaît beaucoup moins ce roman. Moi, je l'ai pas lu, j'avoue. Mais c'est un classique aux États-Unis. Donc je vous en parlerai de toute façon dans de plus amples détails si ça vous intéresse dans l'émission de Notphobia, dans Credible ce soir 21h. Donc voilà, ça c'était le numéro 18. On continue. On continue avec Black Hammer, sorti chez Dark Horse, de Jeff Lemire au scénario et de Dim Ormston au dessin. Là, vous avez le tome 1, Origine secrète, que je trouve qui est vraiment une couverture déjà qui est incroyable, absolument génial. Black Hammer, j'adore. Pareil, on en avait déjà parlé un petit peu, j'en avais fait une vidéo un petit peu sur les différentes éditions, notamment les Library Editions chez Dark Horse qui sont splendides. Là, c'est une version d'Urban que je vous présente ici. Et Black Hammer, c'est quoi? C'est ces personnages qui sont prisonniers, ils comprennent pas trop pourquoi, à l'issue d'un combat très important contre leur antagoniste. Ils se retrouvent prisonniers justement dans ce petit lieu perdu. Et ce qui est génial, c'est que c'est évidemment une déclaration d'amour, encore une fois, décidément. J'ai pas fait exprès dans le lien, mais entre The Escapist et Black Hammer, on a clairement des déclarations d'amour au genre du comics. Et là, on a à différents genres, justement, c'est ça qui est fascinant. Évidemment, le barbalien, on peut reconnaître quelqu'un en lui. On a évidemment quelqu'un qui aussi, en prononçant un certain mot, peut se métamorphoser. Là aussi, ça peut faire penser à quelqu'un d'autre. On a un super-héros qui paraît un peu has-been, mais qui était à la fois celui qui était emblématique de son époque et de toute une équipe super-héroïque. Donc vraiment, les clins d'œil, ils sont évidents, mais ils sont pas lourds. Et parce que Jeff Lemire nous propose un vrai récit où ces personnages, ils se posent ces questions-là. Il y a évidemment le personnage de Golden Gale qui est incroyable, parce que forcément un petit peu prisonnier de sa condition, et c'est une espèce de torture psychologique et corporelle pour l'éternité. Donc c'est ça qui est aussi vachement intéressant. On va revenir évidemment sur pourquoi ils sont bloqués ici. Et ce qui est absolument génial aussi, c'est qu'on va avoir vraiment, à travers ces personnages, différentes aires de comics ou différents genres de comics qui vont être évidemment balayés. Vous avez les comics d'horreur, vous avez le comics cosmique, et on va revenir forcément aussi sur les comics de super-héros, et notamment avec un gros event des années 80 qui changerait tout en fait, notamment dans l'univers ou l'infinivers. Pareil, vous avez un personnage qui fait penser forcément au Doctor Strange. Enfin, non, pas forcément au Doctor Strange, pardon. Adam Strange, je voulais dire, excusez-moi, dans l'univers d'ici. Mais même avec en plus sa tenue qui peut aussi faire penser quelque part à Heath Hudson dans Fear Agent, quoi. Donc on a vraiment quelque chose qui est génial, Black Hammer. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, Urban n'a pas tout publié. Il y a Black Hammer, vous avez les 4 tomes de chez Urban, et vous avez Black Hammer présente, Charles Frankenstein, Dr. Star, et ensuite vous avez eu, je crois, Skeleton Boy. Moi, je sais plus le titre. Mais bon, bref, le troisième, j'ai un petit trou de mémoire, mais il n'y a pas eu tout. C'est pour ça que moi j'étais allé sur les World of Black Hammer pour avoir Black Hammer 45, etc. Mais vraiment, juste rien que la série Black Hammer, elle vaut vraiment le coup, elle est géniale. Après, il y a Black Hammer Reborn, il y a plein de choses, mais j'aime énormément. Donc ça, c'est numéro 17. On enchaîne avec le numéro 16.
Bon, le numéro 16, ça va aller assez vite parce que c'est un comics assez récent. Et oui, encore un titre de Scotty Young, c'est Ain't No Grave. Aucune tombe assez profonde en VF chez Urban. Donc vraiment, c'est un comics que j'ai énormément aimé. Donc vraiment, là, je vous présente le numéro 1. Donc toujours Jorge Corona au dessin et Jean-François Beaulieu à la colorisation. Ain't No Grave, c'est quoi? C'est tout simplement le personnage de Ryder qui est heureux, qui est bien, sauf que c'est un personnage, c'est un bandit repenti. Alors ce numéro 4, incroyable, un quasi 9-7, qui m'a ému, quasi aux larmes. C'était vraiment très beau. Et elle est vraiment très bien, donc elle est avec son mari, elle est avec sa fille, elle est plutôt heureuse, elle est en train de couler des vieux jours, sauf que c'est une bandit repentie. Et quelque part, c'est pas que son passé la rattrape, c'est que tout simplement son présent la rattrape, et sa condition fait que ça va être bientôt terminé pour elle. Et elle refuse son destin. Elle refuse son destin et elle veut justement le provoquer et essayer de changer l'ordre établi des choses. Est-ce aussi simple? Va-t-elle pouvoir y parvenir? On a un élément fantastique qui arrive et qui est évident, un antagoniste qui est peut-être invincible. Et vraiment, c'est un comics à la fois sur forcément les étapes du deuil, sur l'acceptation justement, ou le déni, et toutes les différentes phases, on l'a dit, que ce soit la colère, la tristesse, la dépression, mais c'est surtout sur quelque chose qui justement comment le passé nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Et comment il faut assumer un petit peu chacun de nos actes. Et ça, c'est assez fascinant, c'est bouleversant. Un comics à lire et à relire, en plus c'est magnifique. C'est pas forcément le récit le plus original que vous aurez lu, dans le fond, mais la forme est vraiment splendide, et forcément, elle fera écho à plusieurs choses chez vous si jamais vous avez affronté la mort d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que on parle du deuil, mais le deuil de qui? Le deuil de quoi? Et c'est ça qui est génial. Donc Ain't No Grave, récit récent, mais qui arrive directement dans le top, parce que vraiment, il m'a laissé une trace indélébile, j'oublierai jamais ce récit, il est numéro 16 de ce top 25. Allez, on enchaîne avec le numéro 15, et il s'agit de encore un titre de Jeff Lemire, et cette fois c'est Dustin Nguyen au dessin et la colorisation. C'est évidemment Descender. Qu'est-ce que j'aime ce titre, excellent titre de science-fiction. Alors là, je vous présente le tome 3, puisque les deux premiers tomes, je les ai prêtés, tout simplement. Et c'est absolument génial. C'est-à-dire que on a justement un petit peu ce personnage de Team 21, cet androïde qui ressemble vraiment à un petit garçon, qui fait évidemment penser à Astro Boy de Tezuka. Et vraiment, on a un récit que j'ai trouvé brillant. Déjà que c'est magnifique de la part de Dustin Nguyen, je veux dire au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses, on a vraiment quelque chose que je trouve fou. Et vraiment, en termes de scénario, on a quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une espèce de confédération galactique. Et puis ensuite, on parle d'êtres, je crois que c'est les moissonneurs qui vont mettre fin à l'humanité. Enfin, on a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Mais on a vraiment justement pas mal de choses, c'est-à-dire est-ce que la rédemption est systématiquement possible? Parce qu'on a vraiment un personnage de docteur qui fait des atrocités, mais qui commence à s'en vouloir. On a aussi un autre personnage qui fait preuve de détermination assez folle. On a le personnage de Team 21, justement, qui lui est complètement innocent. Et on a un petit peu son pendant, qui lui est d'une cruauté à faire glacer le sang. Non, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai adoré Descender du début à la fin. Le gros paradoxe, c'est que j'ai pas encore lu Ascender, qui est pourtant vraiment sa suite. C'est clair, on n'est plus dans le même genre, mais c'est vraiment la suite du récit. C'est juste qu'on va passer de la SF à la fantasy. C'est juste que voilà, il faut que je me procure. J'ai les deux premiers tomes, mais j'ai pas encore les tomes 3 et 4. Donc vraiment Descender, j'ai trouvé que c'était un récit très classique et très efficace en fait. Et vraiment Dustin Nguyen, c'est peut-être le meilleur travail que je l'ai vu faire à ce jour. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a fait dans Little Monsters. Vraiment presque plus façon fusain, alors que je pense que c'est plus numérique. Mais vraiment là ce qu'il a fait façon aquarelle, vraiment c'est comme ça que je l'ai découvert là-dedans. Il l'avait fait un petit peu déjà dans Little Gotham, mais j'avais vraiment adoré là-dessus. Bref, je digresse pas mal, pas mal. Allez, on continue avec le numéro 14. Le numéro 14, il s'agit d'un titre de Rick Remender au scénario, et de Tony Moore et de Jérôme Opeña au dessin. Vous l'avez deviné, il s'agit de Fear Agent. Ici, je vous présente le volume 1 chez Aquileos. Il y a eu 2 volumes, plus après Légende d'un Fear Agent, hors série, voilà.
que j'ai dans ma bibliothèque. Et bah c'est un récit que j'ai trouvé génial. Alors c'est pas le premier récit que j'ai découvert de Remender, j'en ai lu un autre avant, dont j'en reparlerai peut-être, on verra. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, hein, ce personnage de Heston, j'en parlais tout à l'heure, cette espèce de... Bah, c'est une pourriture, hein, c'est un peu une merde, mais c'est la dernière merde qui nous reste, quoi. C'est un petit peu euh, le- le- les vestiges de l'humanité, et on choisit pas toujours celui qui nous représente. Et là, comme vous pouvez le voir déjà au niveau des dessins, de la colorisation, c'est absolument incroyable. Remender, toujours au niveau de l'immersion, c'est assez fou. On a ce personnage voilà, qui a tout perdu ou qui va tout perdre et qui va bah, être peut-être à l'origine un petit peu de tout et de rien et de la fin. Je suis très très cryptique et très elliptique, mais c'est vraiment dingue. C'est complètement taré, Fear Agent. C'est ce personnage qui va finir complètement alcoolo et la seule relation qui va vraiment tenir, c'est celle avec son IA. Donc ça aussi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire plein de choses. On a des designs de monstres, de personnages qui sont incroyables, qui sont dingues et qui vont là aussi préparer le terrain pour une future série qui, à mon avis, est meilleure. Mais bon, ça c'est à débattre, hein, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais voilà, Fear Agent, c'est un voyage assez dingo. En plus, Tony Moore et Jérôme Opeña sont vraiment en super forme. Euh, ça me donne vraiment envie de le relire parce que ça fait des années que je l'ai lu, mais je m'en souviens que ça m'avait mis une sacrée claque parce que j'avais vraiment enchaîné les, les deux volumes, voire les trois volumes, parce que même le hors-série de manière assez rapprochée. Et en général, quand on se lit de manière frénétique quelque chose et qu'on ne peut pas s'empêcher de continuer, bah, c'est qu'on a plutôt apprécié notre lecture. Donc bon, vraiment, Fear Agent, bah, c'est super. C'est complètement dingue parce que même ce anti-héros, bah, on finit par s'identifier forcément. Parce qu'il a des problématiques très humaines auxquelles on peut très facilement s'identifier. Donc Fear Agent de Rick Remender, c'est vraiment excellent et c'est numéro 14 dans ce top. On enchaîne avec le numéro 13. Le numéro 13, là aussi, c'est un énorme coup de cœur et pourtant c'est un comics plutôt récent. Il s'agit de 8 Billion Genies. Et oui, là je vous présente le single, donc ça c'est le numéro 1, mais c'est le second printing. Et là je vous présente le numéro 8. Et oui, forcément, c'est en 8 issues, 8 Billion Genies, mais je pouvais pas me résoudre à le mettre numéro 8. Ça aurait été un peu trop haut, même si cette lecture, elle m'a vraiment énormément marqué. Charles Soule au scénario, Ryan Brown au dessin et à la colorisation. Donc voilà, ça c'est sorti chez Panini il y a quelques années en VF. J'ai aussi la VF d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'aurais pu vous présenter la VF que j'ai offert à mon épouse. Parce que vraiment, c'est un comic, j'en ai parlé très rapidement parce que je trouve que c'est un comics arrêt concept qui est vraiment génial, c'est que tout d'un coup, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a 8 milliards de génies qui font irruption en fait sur Terre, et chaque personne est dotée d'un génie, et chaque personne a le droit de faire un vœu dans sa vie. Mais sachez que bah voilà, bah, la règle, c'est la même pour tout le monde, mais un seul vœu. Donc entre ceux qui les grillent beaucoup trop facilement, entre justement, attention, le moment ASMR du moment, hop, pardon, le moment de la vidéo, pardon, toujours, hein. Justement, ceux qui grillent trop vite leurs vœux, ceux qui veulent justement l'économiser. Je vais vous montrer le 8, n'importe quoi. C'est ça qui est fascinant en fait, c'est qu'il y a une grosse différence. À la fois le fait qu'il y ait des bébés, des enfants qui ont leurs vœux, donc les parents ont envie de faire le vœu pour eux. Le fait que tout se passe dans un bar, ou beaucoup. Donc on a à la fois un huis clos, et puis en même temps quand on sort, bah, c'est complètement taré. Le tenancier du bar qui est bien mystérieux, et qui a l'air d'en savoir beaucoup sur justement ces différentes règles, ces génies qui vont faire éruption. Et la gueule de ces génies, alors, franchement, comment ne pas craquer pour eux? Ils sont trop mimi, ils sont trop géniaux. Donc voilà, j'adore. Et je voulais le dire, il me fait trop penser à Guy Comat, ce personnage. Voilà, je voulais le dire. Guy Comat, c'est pour toi. Et on a vraiment quelque chose avec un gimmick absolument génial. Bah, 8 Billion Genies, c'est une des premières séries aussi indé que j'ai vraiment suivi mois par mois, où j'avais vraiment, vraiment très, très hâte de découvrir ce qui allait se passer. Et il y a même des moments qui m'ont fait pleurer, qui m'ont énormément touché. Je trouve qu'il y a aussi une critique super-héroïque qui est folle. Et quand on sort du bar, what the fuck, les amis? Donc vraiment, j'ai trouvé qu'être Billion Genies, c'était un coup de maître. J'ai trouvé que là, Charles Soule, je sais que il n'était pas forcément apprécié pour ce qu'il avait fait chez les Big Two, notamment chez Marvel et chez Daredevil, notamment pour certains épisodes avec des prêtres ninjas volants. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ce qu'il a fait sur Star Wars, j'ai adoré. Et là, ce qu'il a fait là avec
avec Ryan Brown, tous les deux d'ailleurs, j'aurais pu parler de Cursewords aussi en mention honorable, que j'ai beaucoup aimé. Ils font en ce moment Lucky Devils, dont je vous parle régulièrement dans les issues de secours, qui est vraiment très très bon également. On verra si c'est aussi bon que Billion Genies, mais vraiment ce Billion Genies, numéro 13, il n'a pas volé sa place. C'était un énorme coup de cœur et ça le reste. Numéro 12, déjà, du top 25, on est déjà à mi-parcours, déjà, ou enfin, je sais pas, ça dépend. The Boys de Garth Ennis et Derek Robertson principalement. Pas que, il y a aussi du Ross Brown notamment. Enfin, il y a pas mal de monde. Bah, là, c'est évidemment l'Omnibus VO chez Dynamite que je vous présente, hein, sachant que les premiers épisodes ont été publiés chez DC Comics. C'est Comics Code qui nous le rappelait dans une vidéo. Mais forcément, DC, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, virez-moi ça. Comment ça? Comment ça, virez-moi ça? Bah quoi, tout va bien, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est voilà, c'est la première planche du comics. Bah oui, forcément, c'est assez irrévérencieux. Maintenant, je pense que tout le monde connaît The Boys, grâce à l'adaptation série télé, qui est excellente d'ailleurs, qui va très vite en fait se détacher du comics, mais il y a quand même toute la base qui est la même, et notamment bah, celle-ci. Vous allez pouvoir le voir, là, qui est assez terrible. C'est-à-dire avec A-Train. Alors A-Train, c'est pas la même représentation forcément, mais et Yui, le pauvre Yui, qui se retrouve avec les mains de sa compagne dans les bras. Oui, ou les bras dans les mains. Enfin, vous voyez comme vous voulez. Et forcément, bah là, ce Yui, en plus, il est représenté par justement cet excellent acteur dont j'ai mangé le nom là. Bon, décidément, j'ai tout oublié là au moment où j'enregistre. Et justement, lui qui sera joué par son père dans la série. C'est ça qui est génial. Ah, je l'ai plus. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave, j'ai pensé qu'à ça pendant quelques minutes, mais allez, je fais comme si c'était rien passé. Donc vraiment, The Boys, je trouve ça génial. C'est évidemment absolument irrévérencieux à souhait, vous le savez. C'est trash, hein, mais pas que. Attendez, je vais enlever la jaquette parce que j'ai peur d'abîmer autrement. Donc je disais, oui, c'est trash, The Boys, mais pas que. C'est aussi justement une énorme critique des super-héros. On sait que Garth Ennis, a priori, c'est pas le plus grand fan des super-héros. C'est vrai, avec cette corporation Vault, évidemment, mais c'est aussi surtout je trouve une critique beaucoup due ou des gouvernements de leur utilisation en fait des puissances ou des superpuissances. Ok, là c'est des super-héros, mais ça pourrait être n'importe quoi finalement. Et on se rend compte en plus de la manière dont les super-héros traitent le peuple, dont voilà n'importe qui est doté des pouvoirs est rarement bien intentionné. Là on revient en plus sur la légende, évidemment la légende, qui est une référence directe à Stanley, qui raconte un petit peu des histoires absolument qui font froid dans le dos, notamment l'histoire de l'avion. Et ça, vous l'avez aussi dans la série d'ailleurs. Non, mais c'est vraiment génial, quoi. Moi, The Boys, je trouve que c'est fou. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu too much, un peu trop. Faut s'accrocher. Mais en plus, Garth Ennis, comme souvent, j'en ai déjà parlé pour Preacher, mais c'est un grand sentimental, c'est un gros romantique. L'histoire d'amour entre Yui et Annie, elle est absolument géniale. Il y a quelque chose qui passe pas, ni pour elle, ni pour lui, et on sent qu'ils ont du mal à communiquer, alors que ils sont quand même franchement amoureux l'un de l'autre. Non, j'ai trouvé que c'était brillant, c'est absolument génial. Il y a notamment la mini Highland Lady, où ça se passe en Écosse vers la fin du comics, qui est absolument génial. Puis après, on vient sur le personnage de Butcher, avec une mini sur justement Butcher et ses origines, son passé, un petit peu façon Bourne et Punisher, si vous voulez. Moi, j'adore. Vraiment, The Boys, je trouve que c'est un grand comic, c'est génial. Je préfère les comics à la série. Je sais qu'on n'est pas nombreux dans ce cas-là, mais je pense que ceux qui ont lu le comic jusqu'au bout, en général, sont dans mon cas. Mais si vous lisez que les quelques premiers chapitres, vous allez peut-être trouver ça too much. C'est vrai que c'est du Garth Ennis. Il fait pas dans la dentelle. Et c'est peut-être ce qui fait que c'est à la limite du supportable pour certains, et je peux le comprendre. En tout cas, c'est sorti en pocket chez Panini, donc franchement, pourquoi se priver, en tout cas, si vous êtes intrigué. On continue avec le numéro 11, oh là là, aux portes du top 10. Et c'est pourtant un excellent, un grand récit. C'est évidemment Ed Brubaker qui fait son entrée dans le top, avec Sean Phillips, évidemment. Il s'agit de Fondu au Noir. Fondu au Noir qui est vraiment un récit génial. Et c'est Elisabeth Brettweiser à la couleur. Voilà, je vous montre. Alors déjà, magnifique édition chez Delcourt, comme très souvent. Déjà, quand vous commencez par ça, comment ne pas avoir envie de continuer, quoi. Donc, c'est absolument génial. En plus, hop, petite machine à écrire ensanglantée. Bon, on est dans le ton. Évidemment, on est dans le ton avec un trombinoscope. Et je vous conseille ici de mettre votre signet ici. D'ailleurs, il y a un petit signet, donc n'hésitez pas. Parce que le trombinoscope, il va être utile, mine de rien. Donc vraiment, on est dans le Hollywood des années 45. On commence avec la plus grosse gueule de bois qu'il peut y avoir pour un écrivain, à savoir être sur la scène d'un meurtre. Forcément, et de n'avoir aucun souvenir parce que on a trop picolé la veille.
Ça commence comme ça montre un petit peu justement toutes les machinations, toutes les manipulations du Hollywood de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre. C'est absolument génial. C'est d'une efficacité dingue. Je pense que c'est déjà un grand classique fondu au noir, justement. De Brubips, comme dirait le commis des comics, effectivement, de Brubaker Phillips. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très bon. Il y a quand même, je pense, un comics que je préfère d'eux. J'en parlerai peut-être plus tard, du coup, forcément. À moins que ce ne soit pas chez les Big Two. Je ne sais pas, j'essaie vraiment de ménager un suspense qu'il n'y a pas forcément. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, fondu au noir, c'est absolument génial. Si vous avez jamais lu de Brubaker et Phillips, bah, franchement, vous pouvez commencer par celui-là. Je trouve que c'est parfait. Alors c'est sûr, hein, c'est un gros bouquin. Mais alors vraiment, vous ne le regretterez pas. C'est brillant. Regardez-moi ça, ce jeu de couleurs, d'ombrage, pour raconter un récit. Ce côté justement, ce qu'on veut bien montrer en fait à la caméra, mais ce qui se passe derrière aussi est quand même franchement fascinant et génial. Donc on a, pour moi, un polar classique, mais d'une efficacité redoutable. Voilà, c'est pas un récit le plus original du monde, mais alors dans le genre, bah, c'est top, quoi. C'est vraiment fait aux petits oignons. Donc fondu au noir, Drobo Booker et Phillips, numéro 11 du top. Mais qui est numéro 10? Incroyable. Encore Jeff Lemire. Oh là là, j'ai encore parlé de Jeff Lemire, et oui. Et encore dans l'univers de Black Hammer. Et je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Il s'agit de Dr. Star et le Royaume de lendemain perdu. And the Kingdom of Lost Tomorrow. Toujours chez Dark Horse. C'est Max Fiumara, figurez-vous au dessin. Max Fiumara qu'on connaît maintenant avec Sacrificers, qui fait aussi avec Remender. Enfin, qui fait avec Remender plutôt. C'est pas le même. Et bah, j'ai trouvé ça absolument génial. Alors déjà, c'est évidemment une déclaration d'amour à Starman, le Starman de James Robinson, que je n'avais pas classé chez DC parce que je n'en avais lu que quelques épisodes. Et bah, j'ai trouvé que c'était absolument dingue. C'est un récit que j'oublierai jamais. Un récit qui m'a fait chialer, encore un, décidément. Où bah, on voit un petit peu justement à quel point la vie, notre vie, peut être parfois jalonnée par une passion dévorante qui justement nous fait complètement oublier le temps. Et le temps, c'est bien ce dont il va être question en partie. C'est-à-dire qu'on va voir justement le combat d'un homme dans son métier, le fait qu'il néglige ou qu'il en oublie parfois sa famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous montre beaucoup, justement, sur le workaholic, sur justement les gens qui sont un peu accros à leur boulot. Regardez-moi ces planches de Max Fiumara. J'ai trouvé que c'était absolument génial, que ce soit dans la composition, dans justement le fait d'être complètement immergé dans son travail. Et comme souvent, je vous le disais, il y a souvent un accident ou quelque chose qui va un petit peu soit freiner, soit permettre à des recherches d'aboutir. Donc on a quelque chose que j'ai trouvé absolument brillant, que ce soit à la fois dans l'origine story racontée, que ce soit dans justement les problématiques d'un père et d'un super-héros. Bah c'est génial, jusqu'à cette fin qui est absolument inoubliable et splendide. Voilà, c'est un comics que je prête aussi. Alors même si en général on a moins envie de me le prendre parce que on se dit Black Hammer présente, je connais pas trop l'univers, etc. Non, ça peut être un récit qui peut être lu même si on en a rien à secouer de Black Hammer. C'est un récit que je trouve brillant. Bravo Jeff Lemire, c'est génial. Donc pour moi, il méritait d'être dans le top 10. Hein, vous voyez, j'en perds mes mots. Puis ça fait un petit moment aussi que je tourne. Donc bref, Black Hammer présente Dr. Star et Le Royaume des lendemains perdus. Titre un peu long, un titre digne de certains visual novels de manga. Enfin, bref. On enchaîne avec le numéro 9. Le numéro 9, là pareil, j'ai pas les deux premiers tomes parce que je les ai prêtés. Oui, je prête beaucoup. C'est Firepower de Robert Kirkman et de Chris Samney au dessin. Et on a Matt Wilson à la colorisation. Alors Firepower, écoutez, c'est tout simplement... j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, également sur la chaîne de Manphobia d'Encre de Bulle. Moi, c'est un récit que j'ai absolument trouvé génial. Je sais que il fait pas l'unanimité, mais je trouve déjà, rien que le graphic novel qui commence, il est absolument dingue. Il fait quelque chose d'assez classique, et finalement, on a vraiment une fin qui est très surprenante. Et on se dit, ah d'accord, on va complètement changer de direction, bah pourquoi pas. Finalement, c'est à la fois un comics de famille et un comics de kung-fu. Et il y a pas mal de retournements de situation avec justement les différents clans qui peuvent s'affronter autour du pouvoir du feu. Il y a pas mal justement de visions qui vont s'opposer. On a vraiment deux politiques qui s'opposent vis-à-vis de comment justement exploiter à la fois ce pouvoir du feu
et ce qu'il cache, ou ce qu'il pourrait révéler. On a aussi cette espèce comment dire, de créature mythologique et légendaire qui serait gardée au sein du temple. Pourquoi le garder existe-t-elle vraiment? Voilà, pour moi c'est un grand comics, Firepower. J'ai trouvé que c'était absolument génial. C'est un page turner de ma boule, avec notamment un épisode absolument culte, l'épisode 28, que j'ai trouvé dinguissime. C'est-à-dire que c'est un épisode épistolaire avec un final super, quoi, hein, qui m'a encore une fois, alors vous allez me dire que je chiale tout le temps, et c'est vrai, mais qui m'a encore une fois ému aux larmes, parce que j'ai trouvé ça super. Donc vraiment Firepower, 6 tomes, 6 tomes chez Delcourt, j'adore. Numéro combien? Je ne sais plus. Numéro 9, voilà. Numéro 9 du top. Donc on s'approche de la fin, on continue. Avec le numéro 8. Le numéro 8, il ne s'agit d'autre que, là aussi un classique, peut-être le seul chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, de Joe Hill. Et évidemment, Gabriel Rodriguez au dessin. Il s'agit de Lock and Key. Là, je vous présente évidemment la Master Edition chez Milady. Alors, Milady, c'est évidemment anciennement iComics. Hein. Lock and Key, j'ai trouvé ça absolument génial. D'ailleurs, c'est le même habillage qu'ils ont utilisé pour leur version souple récente, les Integra façon Tortue Ninja. Et c'est pas compliqué, ça c'est mon beauf, hein, mon Toto, merci à toi. C'est lui qui m'avait offert ce premier tome, je crois que c'était pour un anniversaire. Bon, je l'ai lu peu de temps après, dans une soirée, et je me suis rarement senti aussi frustré d'avoir que le premier volume. Donc en plus, il devait être 23h ou minuit quand je l'avais fini, donc j'ai dû attendre l'ouverture de la Fnac le lendemain, parce que j'avais une Fnac vraiment à 2 pas. C'était quand j'habitais en plein Paris, donc j'aurais pu aller plus loin pour un libraire, mais non, je n'ai pas fait ça. Et je suis allé à la Fnac et j'ai pris les volumes 2 et 3 de cette Master Edition. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que elle est évidemment épuisée maintenant. Waouh, ça commence évidemment, ce comics commence par un drame terrible. Alors là, Gabriel Rodriguez, j'avais mis quelques temps à m'y faire au niveau des dessins. Et surtout, en opposition par rapport à ce qui est raconté, qui est très sombre, qui est vraiment affreux. Et donc on va suivre cette famille Locke, cette famille de deux frères, une sœur et une mère qui est complètement aux abois, qui est complètement abandonnée littéralement, la pauvre. Et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé brillant. Ils arrivent donc dans cette demeure qui regorge de clés très fascinantes, fantastico-magiques, de ce personnage, cet antagoniste de Dodge qui est absolument terrible. Moi je me rappelle que cet antagoniste il me faisait froid dans le dos. Vraiment ses idées à profusion. J'avais vraiment trouvé ça brillant. C'est pareil, c'est un page turner, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est absolument génial, Lock and Key. Si vous avez encore jamais lu ça, écoutez, profitez-en. Avec les très très belles éditions, c'est en 3 tomes dans les Master Edition, parce que le tome 4, c'est autre chose, c'est d'autres récits, c'est des récits courts autour de Lock and Key, toujours bien sûr évidemment, mais le récit principal, il est en 6 tomes simples ou dans ses 3 intégrales. Donc vraiment extraordinaire. Donc numéro 8, Lock and Key. On continue avec le numéro 7, on reste chez le même éditeur, figurez-vous, Milady également, avec Scott Pilgrim. Scott Pilgrim évidemment de Brian Lee O'Malley. Scott Pilgrim Precious Little Life, comme on dit, j'avais pris une claque folle quand j'avais lu ça. Déjà l'édition, alors c'est la deuxième édition, parce qu'il y a une première édition en noir et blanc, moi j'ai l'édition couleur. J'avais d'abord vu le film, j'ai vu le film avant de connaître le comics, et le film, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Faut absolument que je lise d'où ça vient. Je trouve que le comics c'est encore mieux. Le comics c'est encore mieux parce que forcément un film c'est souvent des raccourcis, des choix qui sont faits par une adaptation de toute façon, et c'est très bien. Mais vraiment, je trouve que, comme vous pouvez le voir, là, en fait, toutes les petites annotations partout que vous pouvez voir qui apparaissent dans le film, c'est vraiment que ça vient de ça. Et c'est clairement un comics qui fait la part belle aux geeks, en fait. C'est un comics de geeks pour les geeks, par les geeks, enfin, qui est absolument génial. Il y a évidemment des références aux jeux vidéo, très fréquemment. Ne serait-ce que dans la structure du récit, mais même dans certaines références comme ça, qui sont vraiment très chouettes. Et on a vraiment des choses qui sont, je trouve, hyper dynamiques dans le trait, qui sont très chouettes, qu'on suit ce personnage de Scott Pilgrim qui est un adolescent, quoi. Enfin clairement, qui est un adulte mais qui n'arrive pas à grandir, qui sort avec une lycéenne, mais il sort avec elle parce qu'il est content de sortir avec une lycéenne, mais bon, pour lui ça ne veut pas dire grand chose non plus. Et tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fous, il faut que tu arrives à rompre avec elle, etc. Et après il va faire la rencontre évidemment de Ramona Flowers. Il va falloir qu'il vienne des ex maléfiques. Et là, on a quelque chose d'assez dingue aussi. Donc, franchement, Scott Pilgrim, ça a été ressorti il n'y a pas longtemps en plus dans un magnifique coffret.
C'est absolument génial, quoi. Absolument génial. Je voulais juste vous montrer rapidement le volume 4, le volume 4 aussi, qui est bardé de références absolument délicieuses. On commence déjà, voilà, petite référence très agréable à un hérisson bleu. Donc déjà, moi, ça, je regarde ça, moi, je suis méga fan, quoi. Je suis trop content. Donc, c'est hyper frais, c'est hyper chouette, c'est drôle. Les personnages sont vraiment hyper attachants. C'est souvent brillant. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce comics. Et je voulais vous montrer, si j'arrive à trouver, cette magnifique référence à Ninja Gaiden. Est-ce que c'est là-dedans? J'ai un doute. Je crois que oui, mais... Hop. Bon, je la retrouve pas, c'est pas très grave. Il y avait vraiment une référence à Ninja Gaiden qui est dingue. Ah si, j'ai retrouvé. Ninja Gaiden, donc c'est Shadow Warrior en Europe. Là, vous avez un affrontement au sabre. Et vous avez une intro dans Ninja Gaiden qui est absolument dingue. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez mettre Ninja Gaiden NES intro YouTube, vous allez voir, c'est exactement ça. Et moi qui ai vraiment joué à ce jeu sur NES et qui ai vu cette intro je ne sais pas combien de fois, pareil, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est absolument génial, quoi. C'est brillant. Donc voilà, si vous n'avez pas fait ce jeu, vous n'avez pas vu cette intro, on s'en fout. Mais si vous l'avez fait, c'est vraiment le petit plaisir en plus qui fait hyper plaisir, quoi. Justement. Donc bref, Scott Pilgrim, numéro 7 de mon top. C'est vraiment un comics que j'aime énormément et que j'ai envie de relire, rien qu'en l'évoquant. Numéro 6. Ah là là, numéro 6. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Simonet? Qu'est-ce qu'il a fait, Isekai? Il a triché. Il a triché complètement. Il s'agit de Department of Truth. Et oui, c'est pas une série terminée. Donc ça ne rentre pas dans mon critère, mais vraiment, c'est une série qui m'a mis une telle baffe que pour moi, c'était évident que ça intègre le top 10. Il n'a pas réussi à intégrer le top 5. Department of Truth, je trouve que c'est une série qui est dingue. Donc James Tynion de Fourth au scénario. Martin Simmons au dessin. Waouh, ça commence, hein, The End of the World. Donc, et c'est la fin du monde peut-être au niveau littéral. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que direct, ça s'attaque à la théorie du complot selon laquelle la Terre ne serait pas ronde, la Terre serait plate, donc la théorie platiste. Et on commence par ça, direct. Et là aussi, dans la narration, on est vraiment très troublé, et aussi dans les dessins de Martin Simmons, c'est-à-dire que on sent tout petit face à ce comics, on se dit, oulala, c'est un comics bigger than life, quelque part qui est plus gros que ce qu'il raconte, et on a vraiment quelque chose qui est absolument génial, où finalement la vérité est façonnée par la croyance populaire des gens. Donc plus de personnes croient en quelque chose, plus ce quelque chose devient la vérité et peut tout simplement le remplacer par booter l'ancienne vérité et la remplacer. Donc on a vraiment plein de choses autour des mythes, l'alunissage qui aurait été réalisé par Stanley Kubrick. On a justement ce fameux mur qui serait à la fin du monde. Quoi? What the fuck? On a les Crisis Actors. Les Crisis Actors, ça aussi, je ne connaissais pas, c'est une théorie du complot autour de laquelle vous avez des acteurs qui seraient là en fait pour faire les fusillades, parce qu'évidemment il n'y a pas autant de fusillades aux États-Unis, hein, non mais n'importe quoi, laissez la NRA tranquille. Donc on a plein de choses, même le personnage principal, le Cole Turner, qui travaille pour le département de la vérité, a une vision d'horreur qui prendrait ses origines dans les années 80, avec ses enfants dont vraiment les questions étaient très orientées sur leurs témoignages, sur les fameuses pratiques dans des caves autour de sataniques, etc. Enfin, on avait ça notamment dans House of Inhonorly, de justement Brooker et Phillips, la maison des impies, voilà, qui revenait pas mal aussi là-dessus. Donc on a vraiment quelque chose d'assez génial sur la manipulation justement des hommes, de la vérité, de plein de choses. Notamment, on avait une histoire dans le volume 2 sur la chasse aux mythes, les mythes et les légendes, notamment le Bigfoot. On avait un récit que je trouvais absolument génial. Voilà, donc c'est celui-là. Et il est absolument dingue parce qu'il est fait de manière épistolaire en plus. Hein, où on a des croquis, on a une lettre, on a quelque chose, quelqu'un qui semble devenir fou. Là aussi, on a parlé tout à l'heure de passion obsessionnelle en fait. De quelque chose qui fait qu'on perd complètement pied avec la réalité. On en parlait pour Dr. Star. Et là, c'est pareil, c'est un père qui veut essayer de transmettre ça à son fils qui fait mais je vais te le prouver qu'il existe, que je suis pas fou, que je suis pas en train de faire tout ça pour rien. Et là, j'en ai trop fait pour reculer maintenant. Et ça aussi, c'est très très émouvant. Et la conclusion est folle. Et comme vous pouvez le voir là, franchement, le découpage de Martin Simmons, je le trouve absolument dingo. Je peux comprendre qu'on n'aime pas trop, mais j'ai été bluffé en fait par cette série. Ensuite, dans le volume 3, parce que là j'ai été TPB, hein, dans le troisième TPB, vous avez justement une compilation. Alors je l'ai pas sur moi là, parce que je suis en train de tout relire, hein, je me régale. C'est un comics que je lis très très souvent, je l'ai déjà lu au moins 3 fois.
parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, et il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées, et de matérialisation de ces idées qui sont folles. Et c'est aussi pour ça que j'avais pris, je vous en ai parlé, ce hardcover de Complete Conspiracy World Fictions, où là justement vous avez un petit peu tous les faits qui sont répertoriés selon un petit peu euh, comment dire, la dangerosité presque. Donc c'est vraiment génial. Hop, je voulais vous montrer quelques illustrations qui sont assez folles. Donc vous avez par exemple Elvis, voilà, Elvis qui est répertorié. Et donc à chaque fois vous avez un dessinateur différent. Là par exemple c'est John McCrea. John McCrea que vous avez peut-être déjà vu sur Hitman. Vous avez plein de choses. Hop. Vous avez Krampus, là, notamment de Martin Simmons, justement. Donc plein de choses avec beaucoup de documentation, justement. Sur à la fois l'origine du mythe, sur comment on peut réussir en fait à convaincre la population. Je vous ai déjà montré, je crois, le Santa Claus de Bill Sienkiewicz, c'est dingue aussi. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que Department of Truth, vraiment, si vous rentrez là-dedans, c'est impossible de ressortir. Moi, c'est un comics dont je me souviendrai pendant très 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 longtemps, qui m'a déjà marqué. Je sais pas combien il y aura de numéros, mais je serai là jusqu'au bout. Et ce sera un de mes comics de cœur jusqu'au bout. Faut vraiment que la fin soit complètement foirée pour que ça sorte de mon top, mais vraiment, j'adore Department of Truth. On continue avec le numéro 5, le top 5. Et oui, on arrive au top 5. Il s'agit de Brubaker et Phillips. Le voilà, encore une fois, c'est quoi? C'est Criminal. Évidemment, là, je vous propose le tome 1, Lâche, qui est vraiment un récit que j'ai trouvé génial, qui nous fait rentrer directement dans le bain. Par contre, l'édition, on a un peu vécu, avec Val Staples aux couleurs. C'est tout simplement sur quelqu'un qui voilà, est toujours dans les coups fourrés, en fait, mais c'est quelqu'un de très intelligent, de très prévoyant, et qui a une espèce de instinct de survie qui est dingue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ça sent mauvais, lui, il arrive à flairer l'entourloupe, et il arrive à chaque fois à se barrer, à réussir à passer entre les mailles du filet. C'est un petit peu pour ça que ce volume s'appelle Lâche, mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hyper calculateur, et qui sait quand le coup a des chances de réussir, il y va. Si ça a des chances de foirer, il se barre. Et là, forcément, les choses vont pas tout à fait se dérouler comme lui, il voudrait. Donc vraiment, Criminal, c'est plusieurs récits qui se déroulent en fait dans le même endroit, dans la même zone géographique, qui peut avoir lieu à différentes temporalités. Donc vous allez voir différents membres de la famille Lawless, par exemple, mais pas que, ou peut-être des personnages qu'ils ont croisés, et donc du coup vous allez lire un autre récit comme ça. Là je vous présente le récit Putain de nuit, qui est absolument génial aussi. Mais vraiment, de toute façon, vous avez 7 tomes comme ça, et vous avez des hors-séries, donc Sale Week-end, mais auront toujours été des junkies, et tout ça, ça finit avec Un été cruel. Tout ça, je le mets ensemble. Donc vous avez 3 intégrales de Criminal, ça a été réédité en 3 intégrales chez Delcourt. Donc là, moi, c'est les tomes simples. Et vous avez ensuite Un été cruel. Écoutez, c'est pas compliqué, je vous conseille de prendre ces 4 gros bouquins. Voilà, les 3 intégrales de Criminal plus Un été cruel pour vraiment avoir, j'ai envie de dire, l'intégrale de Criminal, et vraiment le fait que ça fasse qu'un, tout ça, ça fasse corps. Vous pouvez lire les récits indépendamment, c'est sûr, mais c'est encore mieux de les lire ensemble. Criminal, pour moi, c'est une des meilleures choses qui ont été faites au niveau du polar. Le ton qui est fait, c'est une efficacité diabolique. Ça rend toutes ces lettres de noblesse au polar. Merci Brubaker et Félix, rien que pour ça. Je sais que Schizo dit souvent que le Parker de Darwin Cook, l'adaptation de Richard Stark, est encore mieux. Alors, je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte de le lire. Mais vraiment, pour moi, Criminal, c'est pour l'instant ce qui se fait mieux dans le genre. Donc c'est pour dire que j'ai très hâte de lire la recommandation de Schizo. Allez, je termine, parce que là, je commence à faiblir un petit peu, je fatigue. Le numéro 4, il s'agit de... Ah, ça aussi, c'est un gros bouquin. Sin City, c'est l'intégrale ici. Vous avez l'intégrale de Sin City de Frank Miller, chez Arkham. Les plus de 1300 planches. Sin City, c'était une énorme claque, un énorme coup de cœur quand j'ai découvert ce comics il y a maintenant... ça fait 20 ans, je pense. Et là-dedans, vous avez absolument tout, que je vous dis quand même un petit peu la table des matières. Elle est derrière, je suis bête. Il y a voilà, elle est là. Donc, The Hard Goodbye, J'ai tué pour elle, Le Grand Carnage, Cet enfant de salaud, j'essaie de dire à l'envers, c'est pas si simple, Valeurs familiales, Des filles et des flingues, et L'enfer en retour. Donc vous avez vraiment absolument tout ce qu'a fait Frank Miller sur Sin City. Et je trouve que c'est absolument génial, tant dans les dessins, de la composition, parce que forcément Frank Miller et les covers, maintenant ça fait marrer, parce que le pauvre, il est quand même pas mal penché sur la bouteille, du coup il y a quand même une énorme tremblote, et c'est un peu compliqué. Mais alors,
La qualité de sa narration, de son récit, sa gestion des ombres, c'est absolument génial. Hein. Sin City, justement, c'est cette ville terrible, avec ses personnages tous plus terribles les uns que les autres. Et vraiment, ces gueules incroyables, hein. Que ce soit à la fois ces femmes fatales, à la fois ces hommes qui sont hyper manipulés, puis en même temps qui sont des êtres abjects, hein. Vraiment qui pensent qu'avec leur queue et leur flingue. Et on a quelques personnages comme ça, comme Dwight, qui sont quand même des chevaliers servants. Alors, est-ce que c'est vraiment des chevaliers blancs? Pas forcément. Parce que dans Sin City, c'est que des zones de gris de toute façon, il n'y a pas grand monde qui est blanc. Comme, voilà, comme vous avez l'inspecteur Carrigan aussi, à la rescousse de Nancy, qui la pauvre subit des choses absolument terribles. Bah, c'est fou, quoi. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà, Sin City, il y a vraiment des récits pareils qui sont absolument marquants. Là, pareil, c'est du noir et blanc. De temps en temps, vous avez quelques couleurs, comme là le jaune. Parce que le jaune, notamment dans cet enfant de salaud, il est quand même très important. Ouais. Donc, bah voilà, comme là, par exemple. Et vraiment, bah, il y a eu des adaptations au cinéma. Franchement, le premier film de Robert Rodriguez et Frank Miller est vraiment excellent. Le deuxième, un peu moins, quoi, même beaucoup moins. Mais vraiment, le premier film, c'est quasiment une adaptation case par case du comics. Hein. Donc, c'est assez dingue là-dessus. Rien que pour ça, c'est quand même une prouesse. Moi, vraiment, c'est un comics que bah, je relis assez régulièrement. Bah, plutôt les premiers récits, parce que les derniers, j'ai trouvé un peu moins bons, quoique, il y en a un que je trouve encore vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'il a fait entre 1991 et puis pour les derniers récits, ça doit être vraiment, je dirais, au début des années 2000 par là. Donc bah, vraiment, Sin City, je trouve ça assez fou. Pour moi, peut-être un des plus beaux travaux en termes de dessin de Frank Miller. Même s'il a fait quand même des sacrés trucs aussi sur Daredevil ou d'autres. Mais vraiment, comme je vous disais, c'est cette maîtrise des ombres et la composition des pages est vraiment folle. Donc vraiment, Sin City numéro 4, énorme coup de cœur. Numéro 3, le podium de mes comics indés. Numéro 3, Rick Remender, Matteo Scalera, Black Science chez Image Comics. Je ne sais pas du tout qui a la couleur. C'est Dean White a la couleur, le bien nommé évidemment. Même si White, c'est une absence de couleur, je crois, mais bon, bref. Black Science, que dire, j'oublierai jamais ce premier numéro. C'est mon premier comics de Remender. Hein. Je l'ai lu avant Fear Agent. C'est peut-être pour ça que je le mets au-dessus. J'ai rien compris ce premier numéro. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quelque chose ou quoi? C'est vraiment le numéro 1. On est vraiment une média res. Hein. On est au milieu de l'action. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez-moi cette apparition titre. Elle claque. On est dans un univers où on comprend rien. On est une espèce de tortue géante. On suit ce personnage. Vraiment, on comprend rien. Ce Grant McKay est un personnage qu'on va apprendre à aimer énormément, qui est absolument génial, cette espèce de dimensionnaute. Donc c'est là où vraiment je trouve que Rick Remender nous explique le multivers bah, de manière absolument géniale. C'est hyper intelligent, ce côté, cet oignon et ces couches d'oignon. C'est comme ça qu'il nous explique le multivers avec bah, les différentes itérations des différents personnages, parce que évidemment, il a découvert le pilier. Le pilier, c'est un moyen de traverser d'une dimension à l'autre, d'un univers à l'autre, quelque part. Ce qui permet notamment de trouver, bah, pourquoi pas, du matériau qui n'existe pas sur notre planète, qui pourrait permettre de faire des configurations d'objets qui révolutionneraient le monde, qui pourraient guérir des maladies, qui pourraient vraiment bah, tout changer. Et sauf qu'il va évidemment y avoir un accident terrible qui va embarquer un petit peu tout le monde dans bah, cette espèce de voyage sans fin. Et quand c'est un petit peu tout le monde, c'est à la fois ses collègues de travail, mais également les membres de sa famille. Donc on a évidemment, je dis évidemment parce que maintenant quand on connaît Remender, ça paraît évident, mais un comics sur la famille, un comics de SF, sur le multivers et la famille, c'est absolument génial. Donc moi, Black Science, évidemment, c'est quelque chose que je recommande bah, très chaleureusement. Pour moi, c'est brillant. Jusqu'à la fin, que je trouve très bonne. Je sais que là aussi, elle peut diviser, mais vraiment, j'adore ce comics. Voilà, encore un comics. Je me rends compte qu'en parlant de beaucoup de ces comics, j'ai très très envie de les relire. C'est vraiment excellent. Donc bah, Black Science, numéro 3 de mon top. On y va. Avec le numéro 2. Le numéro 2, alors vous allez peut-être croire que je triche, mais pas tant que ça finalement. Le numéro 2, c'est qui? C'est Don Rosa avec La jeunesse de Picsou. Life and Times of Scrooge McDuck, qui a été édité d'abord au Danemark en 1992, chez Egon, je crois. Puis ensuite aux États-Unis, 2 ans plus tard,
je crois, de 94 à 96 ou 96 à 98. C'est absolument génial. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que Don Rosa, qui est un auteur américain, qui va revenir un petit peu sur tout ce qu'a fait Karl Barks, sur justement le personnage de Picsou, qui l'a fait voyager absolument partout. Mais là, Don Rosa, lui, va s'amuser un petit peu à retracer justement ces différents voyages pour faire une espèce de frise temporelle et chronologique, en fait, finalement, de Picsou, de ses 13 ans jusqu'à nos jours, de tout ce qui est un petit peu jalonné. Ces expériences, on voit que Picsou, à chaque fois, c'est quelqu'un qui est redouté par tout le monde, qui a plus d'une anecdote dans son sac. À chaque fois, chaque sou a une histoire, hein, c'est ce qu'il tu à dire. Puis à chaque fois, il ne veut pas parler de sous fétiche, mais plutôt de premier sou, parce que c'est vraiment un sou qu'il a gagné en tant que cireur de chaussures en Écosse. On a vraiment quelque chose que j'ai trouvé absolument brillant. Que ce soit les différentes étapes, que ce soit l'accompagnement éditorial de Glénat, qui est absolument génial. Ces deux tomes-là, parce que vous pouvez lire que le premier tome, mais non, il faut absolument lire le deuxième tome. Le deuxième tome va revenir sur pas mal de moments, notamment que lui, qui ont été très importants en fait dans ses différentes péripéties. Que ce soit son histoire d'amour, quelque part, sa grande histoire d'amour avec Goldie, en était vraiment une. Justement, sur ce côté, ce qui a fait de lui, c'est être un petit peu acariâtre, hein, qui semble égoïste, mais l'est-il vraiment? L'était-il vraiment aussi? On a évidemment quelque chose qui fait lien avec Jack London, là, vraiment toute la ruée vers l'or, avec les romans, avec tout ça. D'ailleurs, il y a des personnages historiques qui sont là-dedans. On a même les covers à la fin que je trouve super belles. Voilà, la jeunesse de Picsou de Don Rosa, c'est pas compliqué, il faut le lire absolument. C'est vraiment une pépite, hein. C'est réédité maintenant aux États-Unis chez Fantagraphics. C'est absolument génial, il y a des éditions incroyables. Alors l'édition de Glénat, elle est très bien. Elle est un peu chère, je vous avoue, parce qu'elle est quand même à 40 €. Et on a la fin vraiment de la jeunesse de Picsou qui est incroyable, hein. Comme on disait avec le Comedy Comics, c'est un petit peu le Great Picsou Returns, le Dark Picsou Returns, c'est-à-dire qu'on a vraiment un personnage qui va faire amende honorable quelque part, parce que c'est vraiment quelqu'un que plus personne voulait voir, il voulait voir plus personne, et il se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux laisser comme héritage? Est-ce que c'est comme ça que je veux finir le restant de mes jours? Je sais pas, je suis pas sûr. Donc rien que ça c'est vraiment très touchant, très beau. Et rien que pour ça, franchement, jetez-vous dessus. Alors le reste est tout aussi bon, mais vraiment la jeunesse de Picsou de Don Rosa, c'est génial. Mais qui est numéro 1? Quel suspense, n'est-ce pas? Donc j'avoue, c'est un suspense de Polichinelle. Il s'agit évidemment de Saga de Brian Kevogan et de Fiona Staples. Fiona Staples qui est au dessin et à la colorisation. Alors effectivement, c'est un comics qui est assez choc. C'est un comics qui est choc et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il peut diviser parce que ça montre de la nudité, c'est assez cru, ça montre des scènes de sexe, mais c'est aussi un grand comics de fantasy, je trouve. Une épopée, en fait, quelque part, une saga. Alors évidemment, c'est avant tout un comics sur les relations humaines, sur la famille. En fait, on va suivre vraiment ce personnage de Hazel. Et en fait, on va suivre tout simplement son journal intime. C'est-à-dire vraiment toutes ses épopées depuis sa naissance, quelque part, est-ce qu'elle a pu savoir. Donc l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, jusqu'à un peu plus tard, son enfance, son adolescence. On va voir que c'est Couronne et Continent qui se font la guerre depuis des années, enfin un petit peu. Donc voyez là la métaphore que vous voulez sur un conflit qui se terminerait jamais entre deux peuples, parce que c'est vraiment deux peuples, hein, c'est les ailés et les cornus, comme ils sont appelés, jusqu'au jour où forcément on a une soldate qui va tomber amoureuse un petit peu de son prisonnier, et forcément ce couple va faire un enfant, et c'est l'enfant de la discorde, ou c'est plutôt l'enfant qui mettrait fin à la discorde, et c'est bien tout le problème selon les hautes instances gouvernementales. On va voir aussi justement le peuple robot, qui est très important. On va voir tous ces personnages, le testament, le chat mensonge, Sophie. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On va voir également ce moyen de transport qui va être très très important dans la série. Ces comics absolument incroyables. 108 numéros de prévus. Le numéro 54 que je n'oublierai jamais de ma vie. Un comics qui fait déjà partie de moi, je pense. Et c'est pour ça que qu'il est numéro 1, tout simplement. Parce que c'est peut-être le comics qui m'est le plus personnel. Il y a plein de choses qui sont très 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 bien racontées. Que ce soit la perte
la perte de quelque chose ou de quelqu'un, mais dans différentes circonstances et de manière vraiment très 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 intelligente. Voilà, il y a notamment une scène sur le deuxième enfant de Marco et Alana qui est absolument incroyable, enfin tout un épisode dessus d'ailleurs, qui est absolument génial. Donc vraiment, pour moi, Saga, c'est sûrement le comics d'une vie, quelque part. Voilà, je pourrais en parler beaucoup plus et sur ce que ça peut m'évoquer de manière personnelle, parce que non seulement je trouve que c'est un grand comic sur les idées, très original, très fun, c'est génial de suivre ces personnages-là, parce qu'il y a beaucoup de personnages et il faut s'en souvenir parce que Brian Kevogan n'oublie rien. Et en même temps, le design de Fiona Staples, je le trouve excellent, la direction artistique qu'elle donne à ses personnages, et tous les échos que ça fait par rapport à notre propre vie, aux choix qu'on a fait, ou à notre entourage. Enfin, c'est vraiment hyper beau et vraiment saga pour la vie, quoi. Voilà. Bah voilà. Bah, c'est tout pour moi. C'était quand même assez long, ce top 25 comics indé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le proposer. Bah, n'hésitez pas, vous-même, dans les commentaires, à me proposer votre top 5, votre top 10, votre top 20, 25, que sais-je encore, des indépendants. Franchement, je suis très curieux, donc j'ai vraiment envie de voir ça. Si le contenu vous a plu, bah, merci de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Bah, ça fait plaisir, puis ça aide la chaîne à grandir. Je suis super content. Donc on arrive bientôt aux 750 abonnés, incroyable. Donc voilà, c'est génial, c'est grâce à vous toutes et à vous tous, tout ça. Donc merci encore, merci infiniment. Et puis quant à moi, bah, je vous retrouve ce soir dans l'émission de Manphobia d'Encre de Bulle, 21h. Et puis sinon, à très vite sur la chaîne pour une nouvelle émission. Allez, salut, bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, à très bientôt, ciao.